Daya est un soldat vétéran qui, après avoir passé des décennies à combattre dans la guerre, est récompensé par le roi avec son propre domaine. Cela fait déjà un mois qu'il a été à moitié forcé dans un carrosse et envoyé loin de la capitale royale, et pour être honnête, il n'est pas très heureux de partir. Lorsque le carrosse s'arrête enfin, l'un des fonctionnaires lui dit qu'ils sont arrivés à son nouveau domaine, affirmant que c'est une récompense appropriée pour un parvenu orphelin comme lui. Le fonctionnaire lui remet une carte montrant les limites du territoire, ainsi qu'un inventaire des fournitures personnellement fournies par le roi. Il explique que cette prairie s'appelle Nezro et qu'à partir de ce jour, Daya sera connue sous le nom de Daya Nezro. Daya le regarde simplement avec une expression vide jusqu'à ce que le fonctionnaire parte. N'ayant rien d'autre à faire, Daya décide de se promener dans son nouveau domaine, et alors qu'il traverse les plaines sans fin, il se souvient du jour où le roi lui a accordé ce territoire comme récompense pour ses exploits pendant la guerre. Il ne comprend pas vraiment ce que signifie être un seigneur, mais d'après ce qu'on lui a brièvement expliqué, le travail d'un seigneur est de vivre dans son domaine, de protéger ses sujets et de collecter les impôts pour le roi. Il continue de marcher pendant des heures, mais il ne rencontre pas une seule personne, et il n'y a même pas un arbre en vue. Il décide de s'arrêter pour se reposer un moment, et alors qu'il boit de l'eau d'un ruisseau voisin, il ne peut s'empêcher de sourire car, après avoir passé tant d'années à boire de l'eau boueuse sur le champ de bataille, avoir accès à de l'eau propre lui semble un luxe. À la tombée de la nuit, Daya prend une décision. Il se dit qu'il va donner le meilleur de lui-même à cet endroit, mais si les choses semblent toujours désespérées après 2 jours supplémentaires, il partira avant de finir par mourir ici. Si cela en arrive là, il trouvera simplement un village voisin et se rendra utile comme il le pourra afin de continuer à honorer les dernières volontés de ses parents. Sur ce, il s'allonge sur le sol et s'endort. Le lendemain matin, Daya est soudainement réveillé par quelqu'un qui le frappe du pied. Il lève les yeux, perplexe, et voit une jeune fille qui le regarde fixement. Avant même qu'il ait le temps de comprendre ce qui se passe, elle exige de savoir qui il est et ce qu'il fait là. Daya se présente calmement et lui dit qu'il dormait. Elle a l'air complètement déconcertée et lui demande s'il est idiot, mais Daya explique simplement qu'on lui a dit de vivre ici et que, pour l'instant, son objectif immédiat est de rester en vie parce qu'il ne veut pas mourir. La fille devient de plus en plus frustrée, convaincue qu'il doit plaisanter, mais Daya l'assure qu'il est tout à fait sérieux. Il lui dit qu'il veut accomplir les dernières volontés de ses parents en étant utile aux autres et en protégeant les gens chaque fois qu'il le peut. Au moment où il finit de parler, la corne qui pousse sur son front commence soudainement à briller d'une faible lumière bleue. Elle le regarde avec confusion et lui demande pourquoi il ne ment pas, mais Daya répond simplement qu'il n'a aucune raison de mentir, ce qui fait briller la corne en bleu une fois de plus. Elle lui demande immédiatement s'il est un ennemi ou un allié, mais Daya hésite car ils viennent tout juste de se rencontrer. Devenant impatiente, elle exige une réponse, et Daya réalise soudain que c'est son domaine. Si tel est le cas, alors elle doit être l'un de ses sujets, et il n'y a aucune raison pour qu'il ne la soutienne pas. Il déclare immédiatement qu'il est son allié et promet que, quel que soit l'ennemi qui apparaisse, il la protégera. À l'instant où ces mots quittent sa bouche, la corne brille plus que jamais, forçant Daya à se couvrir les yeux tandis qu'il se demande ce qui vient de se passer. Sans lui donner d'explication, la fille l'attrape et le traîne jusqu'à son village pour qu'il puisse rencontrer le chef. Alors qu'ils arrivent, Daya remarque que tous les villageois le regardent avec suspicion, mais la seule chose à laquelle il peut penser est sa surprise d'avoir réussi à ne pas trouver ce village hier, malgré avoir erré dans la région toute la journée. Lorsqu'il rencontre le chef, elle demande immédiatement à la fille si sa corne a brillé en rouge à un moment donné, et la fille, dont le nom est Alna, secoue la tête et dit qu'elle est restée bleue tout le temps. Elle explique même que, lorsqu'elle a demandé si Daya était son allié, la lumière bleue est devenue plus brillante que jamais après qu'il a répondu oui. Curieuse, le chef demande à Daya, si vous êtes l'allié d'Alna, le deviendriez-vous aussi du mien? Sans même s'arrêter pour y réfléchir, Daya dit, bien sûr que oui. Il dit, tout le monde ici est son sujet. Et, après tout, le roi l'a envoyé ici pour les protéger. Au moment où il mentionne le roi, Alna bande immédiatement son arc et le pointe vers lui, mais avant qu'elle puisse faire quoi que ce soit d'autre, le chef lève la main et lui dit de ne pas être précipité. Le chef se présente sous le nom de Moll et demande à Daya de commencer par le début et d'expliquer exactement comment le roi a fini par l'envoyer ici, et Daya accepte et commence à parler de son passé. Ses souvenirs les plus lointains sont de vivre avec ses parents. Sa mère lui disait toujours de faire un travail que les autres trouveraient utile, tandis que son père lui disait toujours de devenir un homme qui protège les faibles. Ce sont devenus leurs derniers mots avant qu'ils ne meurent tous les deux lors d'une épidémie alors qu'il avait 10 ans. Après avoir perdu ses parents, Daya a rassemblé d'autres enfants qui étaient également devenus orphelins. Il gagnait de l'argent en nettoyant la ville et en collectant des récompenses pour la chasse de monstres faibles, et tout au long de cela, Daya a toujours essayé de vivre selon les souhaits de ses parents. Quand il a eu 15 ans, la guerre a éclaté et il s'est porté volontaire pour combattre afin de protéger les personnes qui lui étaient chères. Au fil des années, il a découvert qu'il avait un talent naturel pour la guerre, et après 20 longues années de combat, la guerre a finalement pris fin. En récompense de tout ce qu'il avait accompli,
le roi lui a accordé ce domaine. Après avoir entendu son histoire, Moll croit que Daya est sincère lorsqu'il dit qu'il veut protéger ses sujets, mais elle lui pose une question supplémentaire. S'ils n'étaient pas ses sujets, choisirait-il quand même d'être leur allié? Daya répond immédiatement oui, mais seulement après l'avoir dit, il réalise quelque chose d'important. Ils n'ont jamais été ses sujets pour commencer, et en fait, ils sont des ennemis du royaume. Moll se présente enfin correctement comme la chef de la tribu Anakin. Depuis des générations, son peuple a combattu le royaume pour la propriété de ses prairies, mais il y a 50 ans, ils ont subi une défaite écrasante et ont été contraints de fuir. Daya se demande comment ils ont réussi à continuer de vivre ici après avoir perdu la guerre, alors Moll démontre la réponse. En stockant du mana à l'intérieur des cornes sur leur tête, les Anakiens sont capables de lancer une variété de sorts puissants. En utilisant cette magie, ils cachent tout leur village du monde extérieur, dissimulant non seulement le village lui-même mais aussi toute trace de leur présence. Daya est un peu incertain quant au fait que Moll devrait vraiment lui révéler tout cela puisqu'il sert techniquement le royaume, mais Moll le rassure en lui disant qu'il n'y a pas de souci à se faire. Elle explique que, si la lecture de sa corne avait été autre chose que bleue, elle ne lui aurait jamais révélé tout cela. Les Anakiens possèdent un sort appelé évaluateur d'âme. Chaque fois qu'ils sont en présence d'un danger ou d'hostilité, la corne sur leur tête brille en rouge. Si l'autre personne est inoffensive et ne montre aucune hostilité, elle brille en blanc, tandis que le bleu signifie que cette personne apportera un jour de la joie ou des bénédictions à la tribu. Elle explique que, si Daya leur avait menti à un moment donné, la corne d'Anna se serait immédiatement tournée vers le rouge, mais cela n'est jamais arrivé, et c'est pourquoi elle a choisi de lui faire confiance. Moll dit qu'elle espère que Daya deviendra un jour un excellent seigneur, et elle lui offre un abri, de la nourriture et même du bétail pour l'aider à démarrer. En retour, elle ne demande qu'une seule chose, qu'il ne parle jamais du village à personne, pas même au roi. Daya accepte volontiers car il n'a aucune raison de leur causer des ennuis. Tant qu'il ne déclenche pas un autre conflit avec le royaume, cela ne le dérange pas qu'il continue à vivre paisiblement dans les plaines. Moll annonce alors avec désinvolture qu'elle va assigner Alna pour aider Daya dans son travail et s'occuper de lui, ce qui fait qu'Alna pousse immédiatement un grand cri. Les villageois aident Daya à installer une tente, et Alna explique que tout le monde dans le village vit dans des tentes parce qu'ils peuvent rapidement tout emballer chaque fois qu'ils rencontrent un danger qui ne peut pas être simplement évité par la dissimulation. Elle dit à Daya que le reste de ses fournitures sera livré sous peu et qu'elle lui apprendra plus tard à s'occuper du bétail. Avant qu'il ne parte, elle lui tend un petit sachet de poussière de matani et explique que, lorsqu'elle est dispersée, elle envoie des traces des bêtes voisines. S'il chasse ces bêtes, il peut rapporter leur viande et leur peau au village et les échanger contre plus de fournitures. Daya part immédiatement chasser. Après avoir marché à bonne distance du village, il réalise soudain qu'il a oublié de demander à Alna quelle quantité de poussière de matani il était censé utiliser. Comme il n'en a aucune idée, il vide simplement tout le sachet et attend. Il ne faut pas longtemps avant qu'un troupeau d'oies noires ne fonce vers lui. Plutôt que de paniquer, Daya a l'air excitée. Ses instincts de plusieurs années sur le champ de bataille prennent immédiatement le dessus alors qu'il brandit sa hache de combat avec une force écrasante. Lorsque le combat est terminé, près de la moitié du troupeau a été anéanti, mais Daya réalise alors qu'il a négligé un problème très important, il n'y a aucun moyen qu'il puisse toutes les rapporter tout seul. Au moment où le soleil commence à se coucher, Daya retourne lentement au village avec une seule oie noire en bandoulière. Il se sent un peu déçu qu'après en avoir vaincu tant, il n'ait pu en rapporter qu'une seule, et il se dit qu'Alna va probablement se moquer de lui à nouveau. Cependant, lorsqu'il arrive, Alna est en fait impressionnée et le félicite d'avoir abattu une oie noire dès sa toute première chasse. Daya lui dit avec désinvolture que ce n'était pas la seule qu'il ait tuée. Il explique qu'il en a en fait chassé près de la moitié d'un troupeau mais qu'il n'a pas pu rapporter le reste. Dès qu'Alna entend cela, elle s'enfuit immédiatement pour rassembler quelques villageois afin qu'ils puissent aider à récupérer les oies noires restantes. Après avoir entendu ce qui s'est passé, Moll vient féliciter Daya. Elle le qualifie de fort et superbement viril, laissant Daya perplexe quant à ce qu'elle entend par « viril », et quand il lui demande de s'expliquer, Moll lui dit que la valeur d'un homme vient de son travail acharné et de sa fiabilité. Selon elle, ce sont les qualités qui rendent un homme véritablement viril, et tout le reste n'a aucune valeur pour une femme. Moll remarque alors avec désinvolture que, si Daya devait jamais épouser Alna, les gens s'attendraient naturellement à un cadeau de mariage beaucoup plus généreux que d'habitude. Daya essaie immédiatement de nier qu'une telle chose se produise, mais Moll rit simplement et lui dit de ne pas s'inquiéter car les humains et les Anakiens sont tout à fait capables d'avoir des enfants ensemble. Le lendemain matin, Daya se réveille et trouve Alna en train de lui préparer le petit déjeuner. Après avoir pris une bouchée, il lui dit qu'elle est une très bonne cuisinière. Alna lui demande alors ce qu'il prévoit de chasser aujourd'hui, et Daya se demande si la prise d'hier n'était pas suffisante. Elle explique que, si Daya espère attirer plus de gens pour s'installer dans son domaine, il va avoir besoin de choses comme un puits et des latrines. S'il veut que les artisans du village les construisent, il aura besoin de plus de biens à échanger. Daya dit immédiatement qu'il va chasser plus d'oies noires, mais Alna refuse rapidement.
Au lieu de cela, elle lui dit de chasser des monstres. Leur viande est trop imprégnée de miasmes pour que quiconque puisse la manger, mais leurs griffes, leurs cornes et les pierres magiques à l'intérieur de leur cœur peuvent toutes être vendues à bon prix. Daya demande s'il y a des monstres à proximité, et Alna dit qu'elle peut utiliser le pouvoir de sa corne pour les localiser. Daya objecte d'abord parce qu'il pense que les monstres sont trop dangereux pour qu'elle s'en mêle, mais après quelques réticences, il finit par accepter de la laisser le guider. Plus tard dans la journée, Daya est à l'extérieur en train de brosser la laine des moutons lorsque plusieurs villageois arrivent avec le reste de ses fournitures. Ils s'excusent que ces yourtes ne soient pas encore terminées, mais Daya leur dit de ne pas s'inquiéter car il n'est pas pressé. Juste à ce moment, Alna sort vêtue de vêtements adaptés pour voyager, et Daya ne peut s'empêcher d'être captivée par elle pendant un bref instant. Les villageois à proximité deviennent immédiatement si jaloux qu'ils ont l'air prêts à exploser, tandis que Daya s'éclaircit la gorge avec gêne et dit à Alna qu'il devrait y aller s'ils partent à la chasse. Ils sont en plein voyage lorsqu'Alna récite un sort et utilise la magie pour localiser exactement où se trouve un monstre. Alna dit à Daya que c'est un gros monstre. Daya lui dit qu'il va d'abord jeter un coup d'œil, mais Alna refuse et lui rappelle qu'elle peut utiliser la dissimulation, et si les choses tournent mal, elle peut toujours utiliser la dissimulation sur eux deux et ils peuvent s'échapper. Daya et Alna regardent ensemble et découvrent qu'il s'agit d'un dragon de terre, et pas seulement d'une grosse tortue. Daya décide d'essayer de lui donner un coup. Alna l'avertit de ne pas essayer, disant qu'il est trop imprudent de charger seul, mais Daya n'écoute pas et décide de combattre de front. Il lui dit de rester hors de vue. Daya donne un coup de hache sur son corps écailleux, mais constate que les écailles sont trop dures pour être brisées. Il change alors de tactique et essaie de viser son point faible, mais le dragon de terre couvre tous ses points faibles et se recroqueville pour les protéger. Alna rappelle à nouveau à Daya qu'affronter un dragon de terre est trop imprudent, mais Daya préfère manquer d'options plutôt que de battre en retraite. Il grimpe sur le dos du dragon et continue de balancer sa hache, espérant percer, mais la lame commence à s'ébrécher. Pourtant, il persévère, utilisant sa volonté pour renforcer sa hache et continuer le combat. Le miasme du dragon commence à affecter Alna. Daya décide de porter un dernier coup avant de se retirer. Le coup finit par briser une écaille, et en réponse, le dragon lance des boules de feu sur lui. Daya utilise l'ouverture pour frapper son point faible et blesser la bête. Le dragon rassemble de l'énergie pour une dernière boule de feu, visant Alna. Daya saisit le moment et frappe le dos du dragon, le tuant. Après cela, deux villageois qui cherchaient Daya et Alna dans les montagnes tombent sur eux dans un état gênant et parviennent à peine à comprendre ce qu'ils voient. Lorsque le groupe retourne au village, la nouvelle se répand instantanément, et tout le monde est stupéfait que Daya ait réussi à abattre un dragon de terre par ses propres moyens. La célébration qui suit est immédiate et bruyante. Ramener le cadavre du dragon au village s'avère être une épreuve en soi, et au moment où ils finissent de transporter l'énorme corps, le deuil a déjà éclaté. Moll trouve Daya et lui dit carrément qu'elle n'arrive pas tout à fait à croire qu'il ait réussi seul. Daya, insensible aux éloges, va droit au but et demande si échanger les restes du dragon contre un puits et des latrines est un échange raisonnable. Moll manque de rire. Elle lui dit qu'une seule patte de la créature est plus que suffisante pour en faire construire plusieurs de chaque, et quand Daya demande si ça vaut vraiment autant, elle confirme que cela dépasse tout ce que le village peut lui offrir en compensation. Le mieux qu'il puisse faire en retour est de dépecer la bête, ainsi que ses latrines, un puits, des matériaux pour yourtes, des provisions et des herbes médicinales, et ils installeront même une yourte de stockage pour qu'ils gardent les matériaux restants. Daya est sincèrement reconnaissant. Moll évoque ensuite Alna et suggère qu'ils mettent de côté quelque chose du dragon comme cadeau de mariage, ajoutant que ses parents seraient probablement ravis de recevoir une canine ou une griffe. Daya a l'air confus et demande ce que le mariage a à voir avec tout cela. Moll lui dit simplement qu'il va se marier, qu'il y ait pensé ou non, et que le village fera tout ce qu'il faut pour s'assurer un lien étroit avec un voisin qui tue des dragons de terre pour vivre. Elle souligne également que même s'il évite d'épouser Alna, toutes les autres femmes éligibles du village seront à sa porte avant longtemps, compte tenu de ce qu'il vient d'accomplir. Daya dit que cela ressemble à un sérieux problème. Moll lui dit de ne pas s'inquiéter, car Alna est déjà allée parler elle-même à ses parents du mariage. Daya reste silencieux un instant et se demande à voix haute si c'est pour cela qu'il ne l'a pas vue depuis leur retour, et Moll confirme. Il demande s'ils sont maintenant considérés comme fiancés, et Moll explique que les Anakin n'ont pas de coutume de fiançailles comme les humains. Parmi son peuple, on se marie simplement, et le seul vrai choix impliqué est de décider quand cela arrive. C'est à peu près aussi proche du concept humain de fiançailles que possible. Elle ajoute également que tisser des liens plus étroits par le mariage lui servira bien s'il a l'intention de devenir un seigneur digne de ce nom dans cette région. Daya dit qu'il apprécie l'attention mais admet que cela le prend au dépourvu, et demande pourquoi elle se soucie autant de son avenir. Moll lui donne une réponse directe, s'il lui arrive quelque chose, on ne sait pas quel genre de seigneur pourrait finir par prendre sa place, et cette incertitude est quelque chose qu'elle préférerait éviter. Sur ce, elle le laisse pour vaquer à ses propres occupations. Daya surprend des villageois en train de parler de tout ce qu'Alna a accompli, même si elle est encore si jeune. Curieux, il leur demande quel âge elle a réellement.
Les villageois lui disent qu'elle vient d'avoir 15 ans et qu'elle n'a que récemment atteint l'âge de se marier. Il plaisante en disant qu'elle a déjà réussi à attraper quelqu'un d'aussi impressionnant que lui. Daya est complètement bouleversée après avoir appris qu'Alna n'a que 15 ans. Il n'arrive pas à croire qu'on attende de lui qu'il épouse quelqu'un d'aussi jeune alors qu'il a déjà 35 ans, assez vieux pour être son père. Dans son propre royaume, les gens doivent avoir au moins 18 ans avant d'être autorisés à se marier. Daya commence rapidement à élaborer un plan. Ils décident qu'ils peuvent rester fiancés pour les 3 prochaines années, et pendant ce temps, il travaillera à devenir un seigneur à part entière et digne de ce nom. À la fin de ces 3 années, il espère avoir trouvé sa détermination en tant que seigneur et en tant qu'homme. Juste à ce moment-là, Alna l'appelle et lui annonce joyeusement que leur mariage a déjà été arrangé. Elle lui demande ensuite ce qu'il aimerait pour le petit déjeuner le lendemain matin, et Daya lui dit qu'il mangera volontiers tout ce qu'elle préparera. Les autres villageois ne tardent pas à féliciter Daya pour son mariage avec Alna, mais il essaie rapidement de clarifier les choses. Il explique qu'ils ne font que se fiancer et ne sont pas encore réellement mariés. Les villageois se contentent de rire et lui disent de ne pas être si timide. Quelque temps après le banquet, le nouveau puits et les latrines pour lesquels Daya a échangé des matériaux sont enfin achevés, et tout le monde reprend sa vie quotidienne normale. Daya finit d'installer une autre yourte et contemple son travail avec satisfaction. Il admet que ce n'est pas un mauvais premier essai, mais il sait qu'il doit devenir bien meilleur dans la construction de yourtes pour que ses futurs sujets n'aient pas à dormir dehors à leur arrivée. Puis la réalité le frappe soudainement, il n'a pas encore un seul sujet. Cela le laisse perplexe sur ce qu'il doit faire pour convaincre les gens de venir vivre sous son autorité. Avant qu'il puisse réfléchir davantage, Alna appelle Daya et lui dit qu'elle a détecté un monstre venant du nord. Elle explique qu'elle a placé un sort de détection de vie sur les prairies, ce qui lui permet de sentir quand des personnes ou des monstres entrent dans la zone. Daya demande combien de monstres il y a, et Alna lui dit qu'il n'y en a qu'un. Il n'est pas très grand, mais il se dirige droit vers eux. Daya n'a aucune intention de le laisser détruire le puits et les latrines qu'il a eu tant de mal à construire, alors il décide de le chasser avant qu'il ne s'approche davantage. Alna dit immédiatement qu'elle l'accompagnera. Elle explique que même si le monstre est petit, ils devraient quand même se battre ensemble plutôt que de l'affronter seul. Daya demande alors au sujet des moutons. Ils dorment seuls, et si personne n'est là quand ils se réveilleront, ils se sentiront seuls et se mettront à pleurer. Les moutons qui s'attachent aux gens souffrent d'une terrible anxiété chaque fois qu'ils sont laissés seuls. Pour résoudre le problème, Alna demande aux villageois qui livrent des fournitures à Daya de rester pour surveiller les moutons pendant leur absence. Daya et Alna trouvent bientôt l'ogre qu'Alna a détecté plus tôt et se cachent derrière un gros rocher tout en l'observant. Daya décide qu'ils ne peuvent pas le laisser s'approcher davantage de leur maison, alors les deux se précipitent ensemble. Alna tire une flèche sur l'ogre, mais celui-ci écarte rapidement la flèche avant qu'elle ne puisse toucher. Au même moment, Daya charge avec sa hache, mais l'ogre est étonnamment rapide et esquive facilement son attaque. Daya se précipite à nouveau sur lui, mais l'ogre garde ses distances et refuse de le laisser s'approcher assez pour porter un coup décisif. Alna dit à Daya qu'elle va le ralentir et lui dit de continuer à attaquer. Elle tire une autre flèche et touche l'ogre à la jambe, ralentissant ses mouvements. Profitant de l'ouverture, Daya saute haut dans les airs et balance sa hache, tranchant net l'ogre. Après le combat, Alna sourit et dit à Daya que se battre ensemble était une bonne idée puisqu'ils sont maintenant mariés. Daya essaie rapidement d'expliquer qu'ils ne sont pas encore mariés et ne font que se fiancer, mais avant qu'ils puissent finir, Alna recule et se plaint que le sang de l'ogre sent terriblement mauvais. Elle lui dit de se nettoyer avant de rentrer car elle ne le laissera pas entrer dans la yourte s'il sent comme ça. Sans possibilité de discuter, Daya fait silencieusement ce qu'on lui dit. Alors que le soir tombe, Daya n'arrive toujours pas à croire à quel point il est difficile de laver l'horrible odeur du sang d'ogre. Juste à ce moment-là, Alna l'appelle avec une nouvelle excitante. Elle lui dit que François est enceinte, et Daya s'écrie instantanément de joie. Il se précipite vers François, la caresse joyeusement et dit qu'il n'arrive pas à croire qu'elle soit devenue enceinte si rapidement. Voyant cela, Francis devient jaloux et se met à faire du bruit pour attirer l'attention de Daya, alors Daya rit et le caresse aussi. Alna explique alors que la nouvelle n'est pas entièrement bonne. Elle dit à Daya que les moutons sont des animaux très intelligents. Ils comprennent parfaitement le langage humain et se laissent volontairement domestiquer parce que vivre avec les gens est bien plus sûr. Cependant, cette intelligence les rend aussi beaucoup plus vulnérables à la peur et au stress émotionnel, surtout lorsqu'elles sont enceintes. Parfois, leur peur devient si accablante qu'elle peut même les tuer. Pour les garder calmes jusqu'à la mise bas, la personne la plus forte des environs doit rester près d'eux pour les rassurer. À cause de cela, François et Francis devront rester dans la yourte avec eux. Ce sera bondé, sale et malodorant, mais il n'y a pas d'autre choix. Daya demande simplement si c'est tout. Il dit que cela ne le dérange absolument pas parce que François et Francis font partie de leur famille. Si les laisser rester à l'intérieur signifie que leur bébé naîtra en sécurité, alors supporter un peu de désordre n'est rien. En entendant ces mots, Alna dit à Daya qu'il est non seulement viril mais aussi incroyablement gentil, et elle commence à pleurer. Un instant plus tard, la corne d'Alna se met soudainement à briller en vert. Daya demande si quelqu'un arrive, et elle confirme que des gens approchent par les.
Elle dit qu'ils ressemblent à des humains. Daya décide d'aller les rencontrer lui-même, mais avant de partir, il dit à Alna de se cacher elle et les moutons avec sa magie de dissimulation. Il l'assure qu'il ira bien et sprint ensuite vers le groupe qui approche. Alors que Daya se rapproche, il se demande si les nouveaux venus sont des amis ou des ennemis. S'ils sont hostiles et portent des arcs, ils pourraient être dangereux, alors il décide de réduire la distance avant qu'il n'ait une chance d'attaquer. Juste à ce moment-là, l'un des hommes le reconnaît. C'est Klaus, l'un des anciens compagnons de Daya de la guerre. Klaus le salue chaleureusement, et Daya sourit en disant qu'il est heureux de voir son vieil ami sain et sauf. Daya demande ce qui l'a amené jusqu'ici, et Klaus explique qu'on lui a ordonné d'agir à la fois comme éclaireur et comme escorteur. La personne qui veut vraiment rencontrer Daya est la 3e princesse du royaume. Klaus demande ensuite à Daya de les conduire à son manoir parce que tout le monde est épuisé après avoir voyagé pendant plus d'une quinzaine de jours. Après leur arrivée à la yourte de Daya, la princesse se présente officiellement comme Diane, la 3e princesse du royaume. Daya est surpris qu'une personne si importante ait voyagé jusqu'ici pour le voir. Diane regarde autour d'elle et demande si son manoir est encore en construction car elle ne voit aucun serviteur. Daya lui dit qu'il n'a ni manoir ni serviteur. Tout ce qu'il possède est la yourte qui se dresse devant eux. Il admet que cela n'a peut-être pas l'air impressionnant, mais il l'a construite lui-même à la sueur de son front. Diane est confuse et demande ce qui est arrivé aux artisans. Elle croyait que le roi avait donné à Daya une grande récompense ainsi qu'assez d'argent pour commencer. Daya lui dit que le roi ne lui a jamais donné une seule pièce de cuivre. Diane n'arrive pas à croire ce qu'elle entend. Daya explique qu'il a été abandonné là sans nourriture ni eau et qu'il a sincèrement pensé qu'il allait mourir. Voulant aller à l'essentiel, Daya demande à Diane pourquoi elle a fait tout ce chemin pour lui rendre visite. Elle explique que le royaume est au bord de la guerre. Dans la capitale royale, de plus en plus de personnes réclament un nouveau conflit, et elle est venue demander son aide, et comme paiement, elle propose même de l'épouser elle-même. Daya refuse sans hésitation. Il dit qu'il n'est pas question qu'il laisse François derrière lui alors qu'elle est enceinte. Diane demande si offrir des récompenses encore plus grandes le ferait changer d'avis, mais Daya refuse à nouveau fermement. Il leur dit que si c'est tout ce pourquoi ils sont venus, ils sont libres de partir. L'un des gardes du corps de Diane perd son sang-froid. En colère qu'un roturier rejette et insulte constamment la princesse, il dégaine son épée et se prépare à attaquer. Avant même qu'il puisse faire un geste, Daya réduit instantanément l'épée en miettes avec facilité. Il leur dit calmement une fois de plus de partir, et cette fois ils n'ont d'autre choix que d'obéir. Alors qu'il s'éloigne, Diane est clairement frustrée que Daya ait rejeté son offre. Elle jure qu'un jour, elle lui fera regretter sa décision. Après les avoir regardés partir, Daya sort, et Alna retire enfin le sort de dissimulation. Elle lui dit que pendant que les visiteurs étaient là, l'âme d'une personne a fait briller sa corne en bleu, tandis que les autres ont fait briller sa corne en rouge et blanc. Daya demande depuis combien de temps elle regardait, et Alna avoue que François est devenue anxieuse parce qu'elle ne pouvait pas rester près de lui. Pour la calmer, Alna s'est cachée avec les moutons et a secrètement observé tout depuis les environs. Daya s'excuse auprès de François de l'avoir laissé seule et félicite Alna d'avoir si bien géré la situation. Il demande ensuite si la femme dont la corne a brillé en rouge lui était hostile. Alna secoue la tête et explique que son appraisal des âmes peut désormais détecter si quelqu'un est hostile envers eux deux parce qu'ils sont désormais une famille. Le lendemain matin, Daya se réveille à l'odeur du petit déjeuner tandis qu'Alna prépare le repas du matin. Soudain, la corne d'Alna se remet à briller en vert. Elle dit à Daya qu'un autre humain approche. Daya se demande s'il ne s'agit pas simplement d'un voyageur qui a perdu son chemin, alors il décide d'aller vérifier. Avant de partir, il demande à Alna si elle vient avec lui. Alna dit que cela ne devrait pas poser de problème puisqu'il n'y a qu'une seule personne. Elle prévoit d'utiliser sa magie de dissimulation car elle ne veut pas que François et Francis redeviennent anxieux après avoir été séparés d'eux. Daya est d'accord, et les deux se mettent en route. Peu de temps après, Daya aperçoit la personne qui approche et réalise que c'est Klaus. Il l'appelle, et Klaus est soulagé que Daya l'ait trouvé car il cherchait la maison de Daya mais s'était complètement perdu. Daya demande pourquoi Klaus n'est pas retourné dans la capitale, et il remarque également que Klaus ne porte plus son armure. Klaus révèle alors qu'il a été renvoyé du service militaire. On lui a pris son épée et son armure. Daya s'inquiète immédiatement que Klaus ait perdu sa position à cause de ce qui s'est passé avec la princesse Diane, mais Klaus le rassure rapidement, ce n'était pas de sa faute. Il explique que si une autre guerre éclatait, on l'aurait envoyé directement en première ligne, et il n'avait aucune envie de se battre dans une autre guerre insensée. Pour cette raison, il a délibérément fait en sorte d'être renvoyé de l'armée. Klaus demande alors à Daya s'il peut travailler pour lui à la place en tant que soldat personnel. Alna dit qu'elle n'a aucune objection à cette idée. En entendant sa voix, Klaus est complètement choqué et demande où Alna et les deux moutons sont soudainement apparus. Daya sourit et lui dit que c'est une longue histoire. Au lieu de tout expliquer sur place, il dit à Klaus de le suivre d'abord. Cela fait 10 jours que Klaus est allé au royaume de Daya et que Daya l'a aidé à construire une nouvelle yourte pour son usage personnel. Il lui a également donné une lance et une armure, toutes deux fabriquées à partir de matériaux de dragon.
Klaus est heureux que Daya lui ait offert des cadeaux que même la royauté ne pourrait obtenir, et il sent qu'il doit honorer sa confiance. Alma dit à Daya et à Klaus qu'elle a préparé du gui noir rôti aux herbes. Klaus le goûte et dit à Alma qu'elle fera une bonne épouse à l'avenir, mais Daya se met à suer et Klaus ne comprend pas pourquoi. Alma apporte plus de gui noir rôti et dit à Klaus d'en prendre davantage. Klaus la remercie et dit à Daya de se joindre à lui, mais Daya dit à Klaus que se faire appeler le Seigneur ne lui semblera jamais juste. Malgré cela, Klaus dit qu'il doit le faire afin de clarifier leur position. Les moutons émettent des sons et Alma traduit pour eux. Les moutons disent à Klaus qu'il contribue au troupeau en fournissant de la laine et qu'il devrait être un homme utile, lui aussi. Klaus leur dit qu'en tant que capitaine des forces du domaine, il fera de son mieux pour être à la hauteur des attentes de Francis. Klaus est actuellement l'intégralité des forces armées du domaine, mais Daya pense que son enthousiasme compense le reste. La corne d'Alna brille d'une vive couleur verte, et elle dit à Daya que 12 humains se dirigent vers eux depuis l'est, mais que l'un d'eux semble être sur le point de mourir. Daya décide d'aller inspecter la situation avant qu'il ne soit trop tard. Klaus demande s'il doit accompagner Daya, mais Daya refuse et lui dit qu'il devrait protéger la maison. Si quoi que ce soit leur semble suspect à leur sujet, il renverra Alna et les moutons à la maison, et à ce moment-là, il voudrait que Klaus protège tout le monde là-bas. Klaus assure Daya qu'il peut compter sur lui, et Alna utilise la magie de dissimulation sur Daya et le mouton. En ce moment, dans la ville, les 5 princes et princesses sont pris dans une dispute de succession, et la princesse Diane de l'autre jour a moins de puissance militaire que les factions de ses frères et sœurs. Klaus est donc sûr qu'elle essayait de courtiser Daya. Le fait que Daya n'ait jamais reçu sa récompense doit être à cause du deuxième prince, qui est réputé être un avare. La noblesse est divisée en factions, et les effets de leurs querelles et manigances se font sentir même à la frontière. Un jour, le conflit lui-même pourrait pénétrer dans le domaine de Daya, mais Klaus pense que se battre et mourir au service de Daya ne serait pas si mal. Klaus remarque Daya portant une vieille femme sur son dos, avec quelques personnes derrière lui. Klaus demande à Daya ce qui s'est passé, et il explique qu'il y a eu une rébellion dans un domaine voisin, ce qui a poussé un village pauvre à expulser la vieille femme pour avoir moins de bouches à nourrir. Klaus devine qu'il s'agit probablement du Casdex. Il l'a traversé en venant au domaine de Daya, et ils étaient dans une situation désespérée. Daya est impressionnée par les femmes parce que la vieille femme qui est leur chef a réussi à utiliser ses compétences en divination pour trouver un moyen de survivre à toute la situation, ce qui est ainsi qu'elles ont abouti ici. Klaus est heureux d'avoir gagné 12 nouveaux sujets d'un seul coup. Daya décide de commencer à construire des tentes pour les réfugiés, mais Klaus dit à Daya de traiter les réfugiés comme bon lui semble parce qu'ils ne contribueront pas beaucoup. Cependant, cela lui passe complètement au-dessus de la tête, et Daya dit à Klaus que c'est une autre façon dont elles sont formidables. Toutes les dames ont plus de 70 ans, et Maya en a 90, alors il espère qu'elles pourront lui enseigner le secret d'une longue vie. Anna dit à Klaus qu'elle est d'accord avec lui puisqu'il est le seigneur, et les moutons sont d'accord pour dire qu'il devrait se conformer à ses décisions puisqu'il est le plus fort du troupeau, après tout. Klaus réalise qu'il ne peut pas changer d'avis Daya parce qu'il est comme ça depuis l'époque où Daya était encore dans l'armée et que la guerre faisait rage. Le capitaine de l'armée dit à tout le monde de se retirer parce qu'ils ne peuvent pas gagner le combat, mais Klaus lui demande s'ils vont vraiment fuir sans se battre alors qu'une grande force ennemie est juste devant leur porte, et qui va protéger les citoyens encore dans l'abri d'évacuation. Le capitaine dit à Klaus de se taire et ordonne au reste de l'équipe de se retirer. Klaus leur crie dessus qu'ils se disent soldats du royaume mais abandonnent les citoyens. Klaus entend le bruit d'une personne qui s'approche et se demande si c'est là qu'il va mourir, mais c'est juste Daya tenant un petit garçon qu'il avait entendu pleurer avant et qu'il est allé chercher dans l'abri. Daya remet le petit garçon aux citoyens et promet de le protéger. Les ennemis commencent à charger directement sur Daya et Klaus, et Daya dit à Klaus qu'il ne doit pas mourir sur lui. Klaus ne se souvient pas clairement de ce qui s'est passé après, mais il n'a pensé qu'à éloigner l'ennemi de l'abri et à la façon dont il allait aider Daya à repousser les ennemis. Il était sûr que c'était la meilleure stratégie qu'il avait dans ce combat. Il est maintenant très sûr que Daya n'a pas changé, même maintenant en tant que seigneur de domaine. Klaus se traite d'idiot pour avoir pensé qu'il serait grand et honorable en mourant. Il doit vivre et apporter son soutien à Daya alors qu'il essaie sérieusement de devenir un grand seigneur. Maya remercie Daya d'avoir construit un lieu de réunion, et elles lui disent qu'elles utiliseront l'espace pour travailler aussi. Elles disent que lorsque la laine d'ours s'accumulera, elles fileront du fil et feront du tissu, et Daya pense que ce sera utile, mais son expression faciale change alors. Une des réfugiés lui demande pourquoi il a fait un visage grave, et il leur dit qu'avec plus de personnes, il pensait déclarer cet endroit un village, mais qu'il ne trouve pas de bon nom. Une des réfugiés suggère de le nommer le village de Daya, mais il refuse parce qu'il ne peut pas nommer le village d'après lui-même. Klaus suggère de le nommer village du tueur de dragons, mais Alna rejette l'idée, et à la place, elle suggère de le nommer village Je Regarde. Elle explique que Regarde signifie le premier village dans la langue ancienne. Personne ne s'oppose à l'idée, et Daya accepte de nommer le village Je Regarde. Alna dit à Daya que maintenant qu'ils ont un village, ils ont besoin de plus de sujets.
Daya essaie de se souvenir de ce que Maya a suggéré, et Maya apparaît juste derrière lui. Daya est visiblement effrayé puisqu'il n'avait rien dit à voix haute. Maya lui dit qu'en ce qui concerne le sujet dont il discutait plus tôt, s'il veut plus de sujets, il peut vendre ses matériaux de dragon et acheter des esclaves. Cependant, Daya lui dit qu'il déteste l'esclavage et qu'il a vu de nombreux soldats esclaves sur le champ de bataille, et qu'ils étaient tous traités horriblement. Il a l'intention d'interdire la possession et la vente d'esclaves dans son domaine. Maya soupire de soulagement et lui dit qu'elle n'aime pas non plus l'esclavage, mais Daya est confus et lui demande pourquoi elle lui a dit d'acheter des esclaves. Puis elle explique qu'elle voulait savoir ce qu'il pensait vraiment de l'esclavage, et s'il avait été d'accord, elle l'aurait éloigné de cette voie. Elle demande à Daya de lui pardonner, mais il y a beaucoup d'histoires tragiques dans leur région. Daya demande si elle parle du Casdex, et elle répond oui. Le seigneur et son fils aîné aiment chasser les esclaves, et son deuxième fils, celui qui s'est battu avec eux, aurait de nombreuses esclaves femmes à son service. Daya lui dit que son domaine et le village je regarde ne suivront pas cette voie, et qu'il ne le permettra pas. Un marchand itinérant passe périodiquement par le village d'Oniquin, et Alna lui a fait dire de passer aussi par leur domaine. Klaus se demande à quoi il ressemble, et Daya est choquée de voir que c'est une grenouille. La grenouille saute du carrosse et leur dit que son nom est Pagando et qu'ils devraient faire de bonnes affaires ensemble. Alna leur dit qu'il est un membre de la race des grenouilles. Pagan leur demande s'il peut jeter un œil aux matériaux du dragon de terre. Daya les laisse tomber par terre, et Pagan crie de choc, s'attendant à ce que Daya lui montre quelque chose de plus petit. Pagan demande à Daya s'il a vraiment tué le dragon lui-même, et Daya pense que Pagan veut savoir si son partenaire commercial lui ment. Alors il démontre en coupant le matériau en 2 morceaux, et Pagan est encore plus choqué. Daya demande si Pagan le croit maintenant, et Pagan est d'accord et lui dit qu'il est heureux de faire du commerce avec lui. Pagan dit à ses gardes de commencer à décharger toutes les marchandises, et après vérification, il est content d'avoir apporté assez de biens pour échanger. Pagan décide qu'il est temps de sortir une surprise. Il dit à Daya qu'il n'a pas pu écouler les esclaves dans la nation des bêtes, mais puisque Daya est un humain, il pense qu'il les prendrait. Daya se met visiblement en colère contre Pagan pour avoir vendu des esclaves, et il remarque que la lumière dans leurs yeux a disparu, ce qui signifie qu'ils sont aussi orphelins comme lui. Avant que Daya ne puisse faire quoi que ce soit de précipité, Alna lui tient la main et lui dit de se calmer. Maya lui dit de ne pas faire un visage aussi effrayant devant les enfants. Maya dit à Pagan qu'il ne souhaite pas acheter d'esclaves, mais Pagan essaie d'expliquer qu'ils ont tout faux et que les deux ne sont pas des esclaves. S'il ne les avait pas pris comme marchandises, ils seraient morts. Dans le village où les 2 enfants sont nés, les villageois les ont rejetés et ont dit qu'ils apporteraient le malheur, et ils allaient les exécuter. Leurs parents les ont pris et se sont enfuis du village, et c'est à ce moment-là que Pagan a fait leur connaissance. Cependant, c'était trop pour les parents, et ils sont tous les 2 tombés malades. Ils savaient que leur jour était compté, alors ils ont demandé à Pagan de s'occuper des filles, mais Pagan a dit non puisqu'il ne fait pas d'œuvre de charité. Les parents ont payé Pagan et lui ont dit qu'ils pouvaient les prendre comme marchandises, mais tout l'argent qu'ils lui ont donné alors est dépensé, et les jumelles le ruinent, alors il supplie Daya de les prendre. Daya accepte et lui dit qu'il prendra la garde des jumelles et paiera en matériaux pour couvrir ce qu'il a dépensé pour les soutenir. Daya les prend dans ses bras et demande quel âge elles ont et à quel jeu elles aiment jouer, mais elles ne répondent pas. Daya continue de leur poser des questions mais n'obtient aucune réponse, alors il pense qu'elles n'ont pas de nom et décide de les nommer lui-même. Puis, elles prennent la parole et lui disent qu'elles ne veulent pas de nouveaux noms. Il profite de l'occasion pour leur demander leur nom, et elles lui disent que leurs noms sont Séné et Ian. Daya dit aux 2 qu'il aimerait qu'elles prennent un bain avec leur nouvelle grande sœur, Alna, et qu'elles changent de vêtements, et elles acceptent. Maya leur dit qu'ensuite elles auront des pommes de terre vapeur, et Klaus dit à Daya du bon travail pour avoir obtenu leur nom. Daya lui dit qu'elle voulait protéger les noms que leurs parents bien-aimés leur ont donnés. Klaus est surpris de voir à quel point Daya est bon avec les enfants, et Daya lui dit qu'avant la guerre, il était en quelque sorte une figure paternelle pour les autres orphelins, et il espère qu'ils vont tous bien. Alna amène Séné et Ian à Daya, et Daya ne s'attend pas à ce qu'elle s'ouvre à lui si soudainement, alors il les appelle par leur nom et complimente leurs nouveaux vêtements. Maya sait qu'elles ne sont pas des enfants humains, mais elle pense qu'elles seront bonnes pour le domaine. Elle regardera et verra ce qui se passera. Alna donne des bijoux à Séné et Ian et explique la signification de leur nom. Séné signifie celle qui est belle comme la lune, et Ian signifie la lune sainte. Alna leur dit que leurs parents devaient avoir un attachement profond pour la lune, et c'est pourquoi elle leur a donné les bijoux à eux. On dit que le pouvoir de la lune est caché en elle. Les filles se souviennent de leurs parents et se mettent à pleurer. Daya leur dit qu'elles ont toutes les 2 été si courageuses depuis qu'elles ont quitté leurs parents bien-aimés, mais qu'elles n'ont plus besoin de se retenir, et quand elles ont envie de pleurer, elles devraient le faire. Daya demande à Alna ce qu'est la langue ancienne qu'elle a mentionnée, et Alna explique que c'est une langue ancienne qui n'existe que dans les légendes. Personne ne l'utilise maintenant, et elle ne sait pas si c'est purement une tradition oniquin, mais les 2 enfants ne semblent pas être humaines. Elle dit à Daya qu'il est possible que leur peuple ait eu un contact avec les oniquins. Ce jour-là, le village je regarde est devenu beaucoup plus vivant et animé, et 10 jours plus tard,
Séné et Ian se battent parce que Séné a mangé la pomme de terre d'Ian. Ian dit qu'elle est désolée, mais Séné lui dit qu'elle l'a gardée pour plus tard. Daya essaie de donner sa pomme de terre à Séné, mais Séné n'en veut pas. La corne d'Anna s'allume en vert, et elle dit à Daya que c'est un humain solitaire sur un cheval venant de l'Est. Daya décide d'aller vérifier, et Séné et Ian disent à Daya de rentrer bientôt. Daya les assure qu'il le fera. Daya voit la personne, et Alna lui dit que la personne est apparue blanche sur sa corne, ce qui signifie qu'il n'a aucune hostilité envers eux. La personne descend du cheval et se présente comme Kamalo. Il sert Elden Kasdix, le nouveau seigneur du domaine de Kasdix. Il dit à Daya qu'Elden souhaite le rencontrer et qu'il est en chemin pendant qu'il parle. Kamalo demande s'il peut le recevoir dans son manoir, mais Daya refuse et lui dit qu'il le rencontrera juste ici. Kamalo part pour dire l'information à Elden, et Daya pense que puisqu'il y a un nouveau seigneur, cela signifie que la rébellion d'Alna a réussi. Daya ne laissera personne entouré de femmes esclaves s'approcher du village Je regarde. Daya voit le nouveau seigneur du domaine de Kasdex s'approcher, et il se souvient que Maya lui a dit qu'Elden aurait de nombreuses esclaves femmes pour s'occuper de lui. Toute cette idée d'esclavage rend Daya furieux, alors il serre sa hache fermement par colère et dit qu'il ne laissera pas un type qui garde des esclaves s'approcher du village d'Iluk. Alna dit à Daya qu'Elden brille d'une couleur bleue, ce n'est pas aussi intense que celle de Daya, mais c'est tout de même assez fort, et personne ne l'accompagne en nez rouge. Elden descend du carrosse et court vers Daya et s'excuse de venir à lui, mais il dit à Daya qu'il devait rencontrer l'homme qu'il admire pour lui-même et se présente. Depuis son enfance, Elden a un respect profond pour le sauveur héroïque du royaume, et il s'est mis en tête qu'il devrait être en bon terme avec lui, mais il promet de ne rien faire de mal, et il espère que Daya n'est pas contrarié. Daya lui dit qu'il n'est pas contrarié, et il s'excuse auprès de Kanlo pour son traitement grossier précédent. Elden dit à Daya qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter de la grossièreté, et qu'il est plus que bienvenu pour se passer des formalités avec eux. Elden demande à Daya qui est la femme debout à côté de lui, et Daya et Alna sont tous deux choqués qu'il ait pu la remarquer. Elden dit à Daya qu'elle est très douée pour se cacher, mais que ses oreilles et son nez sont fins, donc il sait qu'elle est là. Il dit qu'Alna a une odeur douce et agréable comme Daya, mais Daya est encore plus choquée par le fait que la dissimulation ne fonctionne pas sur lui. Alna se révèle, et Elden est choqué de voir qu'Alna a une corne sur la tête, et il lui demande quel est son peuple. Il se tourne ensuite vers Daya et lui demande quelle est sa relation avec elle, et Daya explique à Elden qu'elle s'appelle Alna et qu'elle est sa fiancée, mais Alna le corrige en disant qu'elle est sa femme. Elden regarde la corne et lui demande si elle est une demi-humaine, et elle lui dit qu'elle est une oniquin et qu'elle est née avec la corne sur la tête. Elle n'a jamais entendu le mot demi-humain, donc elle ne sait pas comment répondre. Elden explique que demi-humain est un terme général utilisé pour les gens qui ne sont pas humains mais qui leur ressemblent, et il varie comme les bêtes gens et les poissons gens. Anna répond que si ce qu'il dit est juste, alors elle est effectivement une demi-humaine. Les yeux d'Elden s'embuent, et il se met à pleurer. Elden demande à Daya s'il a eu un enfant avec Alna, mais Daya lui dit d'arrêter de pleurer et qu'il n'a pas d'enfant avec Alna. Cependant, Alna dit qu'elle prévoit d'avoir 10 enfants avec Daya, et Daya est choquée qu'elle puisse dire une chose pareille. Alna explique qu'ils n'ont pas encore d'enfants à eux, mais que Daya élève 2 orphelins qui semblent être des demi-humains. Elden est choqué d'apprendre que Daya a une femme demi-humaine et des enfants demi-humains et pleure encore plus fort qu'avant. Les traits du visage d'Elden commencent à changer, et ses oreilles et son nez grandissent pour devenir ceux d'un éléphant. Il crie qu'il a enfin trouvé un compagnon et que ce n'est autre que Daya tout en le soulevant avec sa trompe. Daya est surpris et demande à Elden s'il est aussi un demi-humain, mais Elden tombe au sol en souffrant et en transpirant abondamment, et Daya lui demande s'il va bien. Dans le carrosse, Elden est allongé pendant que Daya demande à Kamalo ce qui lui arrive. Elden dit à Kamalo qu'il ne lui dérange pas s'il dit la vérité à Daya. Kamalo explique à Daya qu'Elden est un demi-humain né d'une demi-humaine et d'un humain, et qu'il peut prendre n'importe quelle forme qu'il souhaite, mais que le passage entre chaque forme est assez éprouvant. Les demi-humains sont rares, et en être un est un avantage pour Elden, cependant, ne pas avoir une forme stable unique pose quelques difficultés à Elden, et c'est pourquoi il ne peut pas se passer des soins dévoués de ses épouses. Elden s'assoit et dit à Daya qu'il était tellement ravi d'apprendre qu'il était marié à une demi-humaine que, dans son excitation, il a changé de forme malgré lui. Daya lui dit de ne pas s'en faire, et Daya demande à propos de la rébellion qui a eu lieu plus tôt. Elden lui dit qu'il l'a fait pour protéger les gens qui lui étaient chers. Tout a commencé à la naissance d'Elden. Le seigneur précédent nommé Ankar avait déjà une femme et un fils, mais la personnalité de son fils aîné était aussi mauvaise que la sienne. Ankar a éloigné le fils aîné qui lui ressemblait tant, tandis qu'il était très attaché à son fils brillant et beau né d'une esclave éléphantine. Le seigneur l'a déclaré son vrai fils et lui a accordé une position et une autorité, et ce fils était Elden. Jusqu'à l'âge de 5 ans, Elden pensait qu'il était un humain ordinaire, mais un événement aléatoire a révélé son vrai visage, et il a appris que sa vraie mère était maintenue comme esclave, donc à partir de là, Elden a secrètement appris à mieux connaître sa mère, et il a œuvré dans l'ombre pour protéger les demi-humains, tout en le cachant à Ankar, qui les aurait volontiers enchaînés. Elden veut créer un monde où tout le monde peut vivre heureux.
Les épouses d'Ankar étaient toutes des esclaves, mais Elden les a sauvées, et parce qu'elles ont été inspirées par ses idéaux, elles ont décidé de devenir ses gardiennes. Alna demande à Kamalo à propos de toutes ces histoires sur le second fils du seigneur entouré d'une multitude de femmes esclaves, et Kamalo explique que c'est une rumeur qu'ils ont intentionnellement répandue, mais en fait, Elden et ses épouses s'aiment de tout leur cœur. Cependant, la tromperie n'était pas facile à maintenir, et Ankar a été furieux quand il a appris le vrai but d'Elden, donc il a déclaré qu'il mettrait à mort tous les demi-humains du domaine, y compris Elden et sa mère, mais Elden a levé une armée pour protéger les demi-humains, et après un conflit acharné, il a vaincu les forces d'Ankar. Daya comprend maintenant ce qu'Elden voulait dire par protéger ceux qui lui sont chers, et Elden s'excuse d'avoir perdu son sang-froid dans son excitation plus tôt, mais quand il a entendu que le héros avait une famille demi-humaine, il a pensé que Daya devait être un esprit apparenté avec le même rêve. Daya lui a demandé si le héros auquel il faisait référence était lui, et Elden lui répond oui, et qu'il est le sauveur héroïque du royaume qui s'est rendu au Kasdex, il respecte le vœu de ses parents mourants et sauve les faibles, abat des milliers d'ennemis, et utilise ses points pour persuader les nobles tyranniques de se réformer. Kamalo dit à Daya que sa saga héroïque a été jouée comme une pièce de théâtre dans la capitale pour remonter le moral et recruter des soldats volontaires. Apparemment, les représentations publiques ont été suspendues dès que l'aristocratie est intervenue, mais l'histoire a été racontée de bouche à oreille, et maintenant tout le monde connaît son histoire. C'est la première fois que Daya en entend parler, mais il parie que l'essentiel de l'histoire est complètement inventé. Elden ne croit pas tout ce qu'il a entendu, mais il entend les soldats revenant parler, et sa réputation augmente. Maintenant qu'Elden a rencontré Daya, il dit que Daya dépasse les récits, donc Elden espère qu'ils pourront être en bons termes et travailler vers un monde où les demi-humains et les humains vivent ensemble en harmonie. Daya dit à Elden qu'il soutient ce rêve, et que dans son village, les humains et les demi-humains coexistent déjà en paix. Il pense aussi qu'il serait bon de voir cela dans plus d'endroits, donc il dit à Elden qu'il aimerait beaucoup qu'Elden et son peuple soient leurs amis. Les yeux d'Elden commencent à s'embuer, et Daya lui dit que ses idéaux sont vraiment louables. Daya pense qu'il peut se permettre d'en être plus fier, donc il ne devrait pas avoir honte, et Elden se met à pleurer de manière incontrôlable. Daya et Elden ont une bonne compréhension de la situation du domaine de l'autre, et Daya dit à Elden qu'il a dit à un marchand ambulant de faire connaître son domaine pour obtenir plus de sujets, mais Daya demande quand même à Elden s'il a d'autres suggestions. Elden lui dit qu'il fera passer le mot à Kasdex aussi, mais qu'il y a quelque chose qu'il doit faire d'abord. Elden pense qu'il aura des problèmes s'il n'accumule pas de plus grandes réserves de nourriture et lui dit qu'il doit commencer à produire de la nourriture dans son domaine, surtout s'il prévoit d'accueillir plus de sujets. L'hiver semble lointain, mais il pourrait les surprendre, s'il ne se prépare pas maintenant, ils le regretteront plus tard, et Daya le remercie pour le conseil. Elden lui dit qu'il prévoit d'être aussi utile que possible à Daya, et il repart. Alors que Daya rentre chez lui, Séné et An utilisent la parole maudite sur lui et lui disent qu'ils l'ont attendu si longtemps et qu'il a menti en disant qu'il serait bientôt de retour. Après que Séné et Yann se soient endormis, Anna demande à Daya s'il est sûr qu'il n'aurait pas dû les gronder parce qu'ils ont frappé et donné des coups de pied à Daya, ils ont même insisté pour rester debout tard parce qu'il a menti. Daya pense que ce n'est pas un bon comportement, mais il laisse passer parce que c'est lui qui a rompu la promesse, et il voulait commencer à s'excuser. Il est courant que les enfants qui viennent d'intégrer une famille parlent avec entêtement et se montrent sauvages pour tester les adultes, mais Daya dit que si cela continue, alors il sera forcé de les remettre dans le droit chemin. Daya parle à Alna de la situation de la production alimentaire comme Elden l'a souligné plus tôt, et il lui dit qu'il va commencer à cultiver un champ. Il explique qu'il a fait beaucoup de travaux agricoles avant la guerre, donc il aimerait penser qu'il y est habitué. La corne d'Alna commence à briller en vert, et elle dit à Daya qu'il y a un intrus, mais il lui demande si elle est sûre que ce n'est pas juste Elden et ses gens. Elle répond que les intrus viennent d'une direction différente de celle par laquelle Elden est parti, et que personne de respectable ne traînerait la nuit. Daya pense que ce doit être des bandits et décide d'aller jeter un coup d'œil, mais Alna dit qu'elle le suit aussi. Alna lui demande comment il va bien pouvoir les trouver sans aide et confie à Klaus la tâche de garder la place. Pendant qu'ils sont dehors, les bandits cherchent et se demandent s'il y a vraiment des humains dans les champs. Ils n'ont même pas vu un seul arbre autour. L'un d'eux leur dit qu'ils vont dans la bonne direction et se plaint d'avoir dépensé beaucoup d'argent pour les engager, et s'ils ne sont bons qu'à ouvrir leur bouche, ils peuvent lui rendre son argent immédiatement, mais ils lui disent qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter et qu'ils feront le travail correctement. Ils lui demandent pourquoi ils doivent le faire une nuit sans lune, et il leur demande s'ils n'ont pas entendu parler de Daya, le sauveur héroïque du royaume. Ils ne pourraient jamais l'affronter de front en pleine journée, et s'ils échouent à le prendre par surprise, ils n'auront même pas une chance contre lui, mais ils pensent que ce ne sont que de fausses rumeurs et ils pensent qu'il n'y a aucun moyen qu'ils puissent perdre avec autant de combattants. La personne qui les a engagés leur dit qu'ils ne devraient pas oser lui répondre, et s'ils trouvent Elden, ils devraient aussi le tuer. Il demande s'il va payer un supplément pour tuer Elden, et il dit qu'il leur paiera 100 pièces d'argent pour Elden et un bonus de 10 pièces d'or pour Daya. Le chef du groupe de bandits dit à ses hommes d'être prêts car c'est leur première grosse affaire depuis un moment. Avant qu'ils ne puissent finir,
Une flèche est envoyée dans leur direction et transperce un des hommes des bandits. D'autres flèches sont envoyées dans leur direction, et le chef leur dit de jeter les torchets et de tirer sur la lumière rouge devant eux. La lumière rouge s'envole, et le chef se demande ce que c'est. D'autres flèches sont tirées sur eux, et le chef pense que les flèches sont beaucoup trop précises pour si peu de tirs et se demande comment la personne peut savoir où ils sont. Le chef leur dit de continuer à tirer leurs flèches et qu'ils peuvent gagner si les ennemis sortent. Tous gémissent de douleur, et le chef du groupe de bandits l'entend et leur dit d'encercler la zone. Tous chargent, mais Daya se précipite et renverse 2 gars au sol avec sa hache. Le chef est choqué de voir ces hommes être éliminés par un seul type. Il voit une lumière verte et se demande si c'est un demi-humain et crie pour qu'il sorte. Daya l'embusque, brise son épée, puis le repousse immédiatement d'un coup de pied. Le chef pense que même être payé 100 pièces d'or ne suffit pas pour les faire combattre Daya. La personne qui les a engagés s'est enfuie, et sa blessure commence à lui faire mal. Quand Daya était dans la ville, Daya, en tant que roturier, s'est mis en colère contre lui et lui a marché sur les testicules, et il jure de se venger de Daya. Daya sermonne les bandits en leur disant qu'ils ont pris une décision stupide en essayant de les tuer. Anna leur dit de partir comme punition, et Anna pense que ce n'était pas vraiment une punition. Anna est contente qu'ils aient réussi à obtenir autant d'armes d'eux, et Daya demande si des armes abîmées peuvent avoir un prix. Anna lui dit que l'acier est précieux dans la prière. Anna et Daya parlent de la façon dont ils se sont rencontrés en rentrant chez eux, et elle utilise la dissimulation pour s'approcher de Daya, l'embrasse sur la joue, et s'enfuit gênée. Daya va dire à Moll qu'il veut cultiver des champs dans les prairies. Il en a déjà discuté avec Anna, mais elle lui a dit que tout le monde dans son village a toujours affirmé qu'on ne pouvait pas y faire pousser de culture. Daya demande comment ils obtiennent leurs herbes médicinales alors, et Anna explique qu'ils les cultivent comme plantes en pot. Elle ne sait pas comment faire elle-même, cependant, et pense que Moll le saurait. Moll confirme cela et dit à Daya que les cultures ne poussent pas dans ces plaines, mais Daya dit qu'il a juste besoin qu'elle lui explique comment faire pousser des plantes en pot. Même si la culture s'avère difficile, il préférerait essayer plutôt que de rester assis à ne rien faire. Moll dit à Daya d'écraser des pierres de feuilles verdoyantes avec des os d'animaux et de mélanger la poudre dans la terre. Elle dit que cela fonctionne bien pour les herbes médicinales en pot mais pas pour les légumes. Ils ont déjà essayé de planter des champs de la même manière auparavant, mais cela n'a jamais semblé fonctionner. Daya demande quelle est la différence entre les herbes médicinales et les légumes car, pour lui, ils ressemblent tous à différentes sortes d'herbes. Moll admet qu'elle ne connaît pas elle-même la différence, mais elle pense que les parents de la forêt le sauraient. Les parents de la forêt sont des gens qui savent tout sur les forêts, les plantes et l'agriculture. Les histoires disent qu'avec un seul geste de leurs mains, ils peuvent transformer n'importe quelle terre en friche en une terre fertile débordante de verdure. Moll n'en a cependant jamais vu un elle-même, donc elle n'est même pas sûre qu'ils existent vraiment. Néanmoins, elle promet d'aider Daya autant qu'elle le peut avec la culture des champs, et si cela réussit, elle veut qu'il lui apprenne comment il a fait puisqu'elle veut aussi un approvisionnement alimentaire plus stable. Daya lui dit que c'était son plan depuis le tout début, et si tout fonctionne, il lui apportera des pommes de terre. Moll dit qu'elle a de grands espoirs tant pour les pommes de terre que pour le fait que Daya ait des enfants avec Alna, mais Daya ne veut pas finir dans les dossiers Epstein et lui dit que ce n'est pas nécessaire. Quand Daya rentre à la maison, les filles courent immédiatement vers lui pour l'accueillir. Elle remarque le sac qu'il porte et demande avec excitation s'il leur a apporté quelque chose. Daya le pose et leur montre fièrement les pierres qu'il a ramassées, s'attendant à ce qu'elles soient émerveillées par leur brillance, mais les enfants semblent au contraire complètement déçus. Elles lui disent que c'est juste un grand sac de cailloux et que c'est ennuyeux. Francis et François disent aux enfants qu'ils veulent jouer avec elles, mais les enfants leur disent d'aller jouer ailleurs à la place. Daya se retrouve complètement embarrassée par toute la situation. Anna s'approche de lui par derrière pour l'accueillir, remarque les pierres et demande ce que c'est. Daya dit qu'elles ressemblent à de belles pierres précieuses pour lui. Anna se souvient que Daya ne peut pas du tout sentir l'énergie magique et explique que s'il pouvait utiliser la magie, il saurait immédiatement que ces pierres ne contiennent aucune énergie magique. Sans énergie magique, aussi jolies soient-elles, elles ne sont que des roches ordinaires. Daya sait déjà qu'Anna peut sentir l'énergie magique, mais il se demande si les enfants peuvent aussi la sentir. Anna lui dit que pour leur âge, toutes les deux sont exceptionnellement douées pour sentir l'énergie magique, parfois elle remarque même de faibles traces qu'elle-même ne peut pas détecter. Si elles se consacrent sérieusement à l'apprentissage de la magie, leur capacité pourrait un jour surpasser même celle des chefs. Daya est surpris d'entendre cela et dit que quel que soit le chemin qu'elles choisiront dans la vie, il est sûr qu'elles ont un avenir radieux devant elles. Daya commence à broyer les pierres de feuilles verdoyantes, disant que puisqu'il ne peut de toute façon pas sentir l'énergie magique, il pourrait aussi bien commencer à préparer les champs. Avant qu'il n'aille très loin, Anna lui dit soudainement qu'elle sent des gens approcher par les. Il y a plusieurs personnes, des chevaux, et plusieurs autres choses qu'elle ne peut pas identifier exactement. Daya décide d'aller enquêter, et Anna insiste pour l'accompagner puisqu'elle ne peut pas le laisser y aller seul alors qu'ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Daya la remercie, et tous deux partent ensemble. Alors qu'ils courent, Anna dit qu'ils vont bientôt arriver en vue et dit à Daya qu'il devrait s'arrêter.
Daya utilise la lunette pour mieux voir et réalise que Kanlo conduit le chariot de tête. Il le dit avec excitation à Alna, mais elle lui dit de ne pas faire tant d'histoires quand c'est quelqu'un qu'ils connaissent déjà. Daya demande alors ce que sont les créatures qui tirent les chariots, et Alna explique que ce sont des oies blanches. C'étaient les créatures étranges qu'elle avait senties plus tôt. Daya dit que bien que leur couleur soit différente, elles ressemblent quand même assez aux oies noires pour être faciles à retenir. Un instant plus tard, Alna remarque quelque chose bouger à l'intérieur d'un des chariots, et Daya décide qu'il demandera à Kanlo à ce sujet plus tard. À l'intérieur du chariot, un rat soupire de soulagement. Il dit qu'après avoir été attrapé pendant la chasse aux esclaves, il ne savait pas ce qui lui arriverait, mais il est reconnaissant d'avoir réussi à se faufiler à bord d'un chariot se dirigeant vers le désert. Juste à ce moment, les autres rats lui crient immédiatement dessus, lui disant que le chariot ne va nulle part près du désert. Il se moque de lui en disant que même s'il est assez intelligent pour lire, c'est quand même un idiot. Le rat effrayé dit qu'il devrait descendre immédiatement, mais les autres expliquent qu'ils n'ont jamais eu l'intention de rentrer chez eux. Au lieu de cela, ils prévoient de tuer le tueur de dragons. Ils vaincront Daya, l'homme qui a tué un dragon, et prouveront à quel point les gens du désert sont vraiment puissants. Le rat se plaint de n'être monté à bord que parce qu'elle pensait qu'ils avaient réellement un plan pour rentrer chez eux, et en plus, Daya est encore plus fort qu'un dragon. Les autres rats, cependant, sont convaincus qu'ils sont supérieurs aux humains et croient qu'ils vaincront Daya, puis le forceront à leur trouver un moyen de retourner au désert. Kanlo descend du chariot et remercie Daya et Alna d'être venus à sa rencontre en personne. Il explique qu'il livre tout ce que le seigneur Elden lui a promis. Cachés à l'intérieur du chariot, les rats se préparent à tendre une embuscade à Daya dès qu'il s'approchera. L'un d'eux donne accidentellement un coup de pied au rat effrayé, le faisant tomber avec un couinement fort qui attire l'attention de Daya. Dès que Daya s'approche du chariot, tous les rats bondissent à la fois et lancent une attaque surprise. Alna bloque immédiatement chaque coup et protège Daya. Les rats battent rapidement en retraite avant d'essayer de tendre une embuscade à Alna à la place, mais en se précipitant sur elle, ils l'insultent. Daya les fait tous tomber instantanément et déclare qu'Alna est une femme merveilleuse et qu'il ne permettra à personne de l'insulter. Alna est complètement prise au dépourvu par ce qu'il dit et ne peut s'empêcher de rougir. Kanlo ordonne à ses gardes de protéger Daya et Alna tout en capturant chaque rat. Une fois qu'ils les ont tous rassemblés, Kanlo s'excuse à plusieurs reprises, disant qu'il ne sait pas comment il pourra jamais se faire pardonner pour ce qui s'est passé. Daya lui dit que ce n'est pas nécessaire, mais Kanlo insiste parce que les rats sont ses sujets et que cela lui ferait mauvaise réputation s'il ne faisait rien. Daya est surpris d'apprendre qu'ils sont en fait ses sujets. Kanlo explique que bien qu'ils ressemblent à des animaux ordinaires, toute race ayant sa propre langue et culture est considérée comme une race bestiale. Ceux-ci appartiennent à la race des souris sauteuses à grandes oreilles. Bien qu'ils insistent pour être appelés les gens du désert, ils viennent du désert au-delà de la frontière sud du royaume, où des chasses aux esclaves ont eu lieu. Le seigneur Elden les a sauvés et a promis de trouver un moyen de les renvoyer chez eux, mais au lieu de montrer de la gratitude, ils causent des ennuis. Daya décide de laisser leur punition entièrement à Kanlo. Il répète que Kanlo ne lui doit rien, mais si cela peut l'aider à se sentir mieux, il acceptera toutes les excuses qu'il souhaitera offrir. Kanlo remercie Daya avant de lui remettre une lettre d'Elden. Dans celle-ci, Elden explique qu'en plus du matériel agricole qu'il a promis, il a également inclus des épices et plusieurs spécialités de son propre territoire parce qu'il pensait que Daya les apprécierait. Il a également offert à Daya les chevaux qui ont livré tout cela dans l'espoir qu'il puisse continuer à commercer et à correspondre à l'avenir. Il dit qu'il a hâte de revoir Daya. Daya est stupéfait qu'Elden lui donne tout cela gratuitement et se sent immédiatement redevable envers lui. Kanlo le surprend ensuite encore plus en expliquant qu'Elden a également envoyé les matériaux nécessaires pour construire une écurie, et Daya n'aura même pas à s'inquiéter de sa construction car ses hommes s'en occuperont eux-mêmes. Alna demande avec excitation à Daya s'il garde vraiment les chevaux, et Daya le confirme avec joie. Alna s'approche d'eux pour les caresser tout en remerciant Daya encore et encore. Alna, de son côté, est tellement excitée qu'elle jette ses bras autour de Daya et manque de l'étrangler avec un câlin trop enthousiaste. Elle explique que sa famille n'a jamais été riche et que, depuis qu'elle est petite, elle rêvait d'avoir une famille qui possède un cheval. Elle a toujours espéré que parce que Daya est un homme si fiable, il finirait par en avoir un, mais elle n'avait jamais imaginé que cela arriverait si tôt. Daya demande pourquoi sa famille avait des difficultés financières, et Alna dit franchement que c'était parce que son frère aîné était bon à rien. Gênée par la force de son câlin, elle s'excuse et lui demande s'il est fâché. Daya lui dit que si quelqu'un d'autre avait fait ça, il aurait probablement été contrarié, mais parce que c'est elle, cela ne le dérange pas. C'était juste un peu gênant, alors il lui demande de modérer cela quand d'autres personnes sont autour, et elle accepte avec joie. Klaus est émerveillé par les oies blanches. Il dit qu'elles sont incroyables parce qu'elles peuvent retourner la terre sans même couper l'herbe. Il perd presque le contrôle de la charrue, mais Maya lui rappelle rapidement de bien tenir les manches. Une fois qu'ils ont fini de labourer, tout le monde convient de laisser la terre se reposer environ 3 jours avant de planter des graines. Maya explique que dans son village, ils utilisent de la cendre de bois pour garder le sol en bonne santé,
et elle suggère de construire un système car le ruisseau à proximité n'est pas très grand et il pourrait avoir besoin d'eau supplémentaire pendant les étés secs. Klaus dit fièrement qu'il a creusé des trous pendant toute la guerre, donc il est très expérimenté. Daya demande en plaisantant s'il veut en construire un ensemble pour le bon vieux temps, et Klaus accepte avec joie. Avant qu'il ne puisse commencer, Ian et Sene viennent chercher Daya et lui demandent s'il a fini de cultiver. Daya leur dit que cela prendra encore plusieurs semaines. Ils demandent si elles avaient besoin de quelque chose, et après avoir échangé des regards nerveux, les enfants lui disent simplement que la nourriture est prête et qu'Alna leur a demandé de le ramener à la maison. Daya est surpris qu'elles aient fait tout ce chemin juste pour délivrer le message. Alors qu'il les porte sur le chemin du retour, il remarque qu'elles agissent étrangement et se demande ce qui ne va pas. Les enfants demandent tranquillement si la culture est difficile, et Daya leur dit que ce n'est vraiment pas le cas. Elle demande alors s'il serait triste si elle lui cachait un secret. Daya dit que si c'est un mauvais secret, alors oui, il pourrait être triste, mais si ce n'est pas le cas, alors il ne le sera pas. En entendant cela, Ian et Sene sautent soudainement de ses bras et continuent de marcher vers la maison. Daya continue de demander pourquoi elles ont posé ces questions, mais aucune des deux enfants ne lui répond, ni ne mentionne quoi que ce soit à Alna. Après quelques jours, elles retrouvent leur bonne humeur habituelle, et Daya oublie peu à peu toute la conversation. Une fois les 3 jours passés, Alna apporte des graines à Daya et explique que ce sont les graines d'une herbe médicinale Yenoshi à croissance rapide, qui germe généralement dès le lendemain. Daya part vérifier l'écurie et est choquée de découvrir que toute la structure a déjà été achevée en seulement 3 jours. Kanlo explique qu'ils ont simplement utilisé des matériaux préfabriqués qui n'avaient besoin que d'être assemblés. Reconnaissant pour tout ce qu'ils ont fait, Daya offre à Kanlo plusieurs parties de dragon en remerciement, mais tout le monde proteste immédiatement que le cadeau est bien trop précieux. Daya finit par les convaincre de l'accepter en prétendant qu'il laissera simplement les matériaux à leur garde pour qu'ils les utilisent à son avantage plus tard. Alors que Kanlo se prépare à partir, Ian et Sene se mettent à pleurer. Alna leur dit qu'elles ne peuvent pas rester à l'intérieur à pleurer éternellement juste parce qu'il va leur manquer. Une fois qu'elles auront fini de pleurer, elles doivent encore s'occuper des chevaux car, si elles ne le font pas, les chevaux se mettront aussi à pleurer. Les filles essuient immédiatement leurs larmes et se précipitent pour s'occuper d'eux. Daya retourne vérifier les champs, seulement pour découvrir qu'aucune des plantes n'a germé. Au lieu de se décourager, il décide d'essayer à nouveau car tout ne réussit pas du premier coup. Le lendemain, il trouve exactement le même résultat, alors il se demande s'il n'a simplement pas utilisé assez de pierres de feuilles verdoyantes et en ajoute davantage. Quand rien ne pousse le jour suivant non plus, il se prépare à en ajouter encore plus, mais Alna l'arrête. Elle lui dit qu'en utiliser trop endommagerait réellement le sol et lui rappelle doucement que les cultures ne poussent tout simplement pas dans les prairies. Ian et Sene sont témoins de la déception de Daya et commencent à se demander ce qu'elles peuvent faire pour l'aider. Alors qu'elles réfléchissent, elles entendent soudainement un inconnu appeler à l'aide. Curieuses, elles suivent la voix jusqu'à arriver devant une caisse en bois. Au moment où le rat à l'intérieur réalise que quelqu'un est à proximité, il s'écrie immédiatement et les supplie de le sauver.